Au nom du comité du cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce Penser Agir, désormais un rendez-vous hebdomadaire, merci Xavier Comtesse, qui tire son nom de l'excellent ouvrage Penser Agir, qui a été proposé par Xavier Comtesse. Alors, il m'a tapé sur les doigts la dernière fois, j'ai dit il y a un an, mais non, le temps passe vite, mais pas autant. Cela fait un peu plus de 6 mois et on attend le prochain avec immense impatience. Dès lors, il a coproduit, coécrit cet ouvrage avec 56 ténors, notamment du digital et des nouvelles technologies, et nous avons la chance de les accueillir sur ce plateau. Allez, on y est. Ce soir, c'est Marco Pierre Martiri qui va se présenter et ensuite nous parler du sujet en discutant. On a trouvé ce titre qui était Réfléchir, c'est bien, agir, c'est mieux. Ça sera son sujet du soir. Mais auparavant, Xavier Comtesse, pourquoi Marco Pierre Martiri est un co-auteur chez toi? Marco, c'est un type formidable. Si tu pars en vacances, il faut prendre Marco avec toi. Il a une capacité de créer le lien dans des groupes comme je n'ai jamais eu. Donc Marco joue un rôle très important quand vous essayez de faire un projet d'intelligence collective. Il y a des gens qui font juste circuler très vite, très fort, et puis il contribue aussi, bien sûr. Mais sa qualité première, c'est ça. Tu pars en vacances, tu prends Marco. Bon, nous sommes déjà une quinzaine. Marco, tes vacances des 15 prochaines années sont donc déjà occupées. Merci Xavier. Avant de donner l'antenne à Marco Pierre Martiri, je vous propose d'applaudir Xavier et Marco. Vous ouvrez vos micros et vous y allez, vos fournisseurs. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Alors Marco, qui es-tu et pourquoi ce titre? À toi la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci Xavier pour cette introduction et merci Enza. Alors, je ne sais pas si on va partir en vacances tous ensemble souvent, mais on peut essayer, pourquoi pas. Donc, mon nom est Marco Pierre Martiri. Comme ma barbe blanche l'indique, je suis actif, en tout cas vivant depuis un certain nombre d'années, mais professionnellement actif aussi depuis quelques décennies et actif dans principalement ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle communément aujourd'hui, qu'on regroupe sous le nom digital, qui en même temps veut tout dire et pas grand-chose en même temps. Ce soir, en quelques minutes, j'aimerais illustrer mon propos du réfléchir, c'est bien, agir, c'est mieux, parce que c'est quelque chose qui, je pense, qui caractérise l'époque que nous vivons actuellement. J'ai hésité à un moment donné, j'ai repensé à ce qu'on avait discuté avec Enza. Je me suis dit peut-être qu'on aurait dû intituler cette partage d'idées et d'expériences Bienvenue en 2030. Parce que, ça c'est quelques mots sur le contexte, j'ai l'impression que ce que nous traversons depuis une quinzaine de mois, cette crise sanitaire, comme on peut l'appeler, nous a permis, c'est un fait, c'est une conséquence, ce n'est pas quelque chose de positif ou négatif, c'est juste un fait, ça a créé une forme d'accélération, de bond en avant pour ce qui concerne cette thématique de la digitalisation ou de la transformation digitale des métiers et des modèles d'affaires. Donc peut-être qu'on aurait dû dire bienvenue en 2030. Donc imaginons que nous soyons en 2030. Et je crois qu'on y est déjà maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui a caractérisé les derniers mois, les derniers 12-15 mois? J'espère que ça va s'atténuer, mais cette forme de distanciation, ce télétravail, cet impact sur la mobilité, finalement un impact assez important sur le comportement des personnes, des êtres humains, des communautés et des entreprises. Donc quand on dit la transformation des comportements ou la modification des comportements des personnes et des communautés, on parle de consommateurs. Pour les entreprises, on parlerait de clients et mon propos ce soir sera principalement axé sur la digitalisation ou l'action dans le but de digitaliser les processus métiers et les entreprises dans le but de leur permettre de survivre, d'être pérennes et de continuer
vendre leurs prestations, leurs services et être pérennes aujourd'hui en 2030. Pourquoi cette introduction? Parce que je pense que pendant un certain nombre d'années, on a un peu opposé le digital avec le monde réel, en disant que ce sont deux choses différentes, etc. Aujourd'hui, comme on est contraint, la nécessité devenant une vertu, comme nous sommes contraints d'essayer de travailler différemment, on le voit ce soir et on le voit très régulièrement, on a pris l'habitude de parler à nos écrans et à regarder une petite lumière qui clignote au-dessus de notre notebook ou de notre écran. Il y a quelque temps, on aurait dit, mais on commence à devenir un peu zinzin, et maintenant ça devient un peu normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, si on utilise de façon intelligente ce qu'il se passe et les moyens technologiques actuels, nous pouvons commencer à parler d'un concept qui est celui de la proximité digitale. Physiquement, nous sommes séparés pour un certain nombre de raisons que nous connaissons tous et qui vont probablement perdurer encore quelques temps, se réduire un petit peu, mais bon, on aura pris un certain nombre d'habitudes, mais l'utilisation du digital maintenant fait partie de nos quotidiens, du quotidien de tout le monde. J'en veux pour preuve que mon père, qui est, grâce à Dieu, est encore en bonne santé, qui a 85 ans, m'a demandé il y a quelques mois, il m'a dit, je veux ton machin, la WhatsApp, pour parler avec mes frères en Italie. J'ai dit, ben, ça va être pratique. Donc, il n'avait pas d'ordinateur ni rien du tout. Il a quand même appris à utiliser ce WhatsApp sur un vieil iPhone et de temps en temps, alors je fais un peu de support technique à peu près une fois par semaine, mais il communique avec ce moyen pratiquement chaque semaine avec ses membres de la famille éloignés. Ça, c'est le contexte, c'est la situation dans laquelle nous vivons, qui finalement nous permettent aussi de redéfinir les vraies valeurs, de voir ce que l'on veut vraiment faire. Et un des éléments qui me semble important, c'est quelque part de remettre l'humain au centre. Peu importe les moyens, les outils et les technologies que nous utilisons, à la fin, il s'agit de relations entre hommes et femmes qui décident d'échanger, de partager quelque chose, éventuellement d'avoir une opération financière, une transaction, vendre, acheter un produit, une prestation, un service. D'où la partie maintenant action, dans la réflexion par l'action. Ma recommandation, si je peux la formuler ainsi, ou ce que j'ai vu au cours des récentes années, peut-être dans l'introduction, j'aurais dû dire dans mon parcours, indépendamment du monde et de l'industrie dans laquelle j'étais actif, j'ai eu un rôle principalement de conseil auprès des entreprises, principalement des entreprises qui fournissent des prestations B2B, donc business to business, mais aussi un petit peu du B2C. Et j'ai constaté durant ces années, un peu moins ces derniers mois, une crainte, une peur de faire les choses. Donc, l'envie, le souhait en se disant le monde change, je dois m'adapter, je dois faire quelque chose. Alors maintenant, c'est devenu bien entendu d'une absolue clarté, mais la peur de faire, en disant mais si je me trompe, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer telle et telle chose, pour résoudre tel et tel problème, pour créer un lien plus fort avec mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs, mes employés, mes collaboratrices et mes collaborateurs qui travaillent à distance, etc. Donc, toutes ces questions sont dans l'esprit de tout le monde, dans la partie maintenant frontale du cerveau depuis quelques mois, mais il y a encore moins, on va dire qu'il y a 2 ans, mais il y a encore une crainte à agir, à faire des choses. Probablement, c'est aussi culturel, nous en parlions aussi bien avec Xavier qu'avec Enza dans les précédentes discussions, la peur de faire des erreurs. Quand on fait des erreurs, nous sommes dans une culture dans laquelle l'erreur n'est pas très bien perçue. Ah bah tiens, il ou elle a fait ceci et cela et s'est planté, t'as vu? Et alors? Si on n'a pas fait 2, 3, 4 ou 5 erreurs, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que dans plein d'autres cultures, c'est comme ça. Et on doit apprendre à briser ce tabou en se disant, je pense qu'il faut faire quelque chose, très bien, je le fais, j'identifie un problème ou un objectif que je souhaite atteindre, j'imagine une solution et je la mets en place aussi rapidement que possible. Et droit derrière, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Essayer de la valider avec qui? Avec les utilisateurs, que ce soit les clients, les consommateurs, les collaborateurs à qui on a dédié cette solution. On imagine une solution, on la déploie, on valide pendant qu'on l'a déployée si elle convient ou pas, quelles sont les choses qu'il faut améliorer, et puis on recommence.
cette approche itérative dans laquelle on va faire évoluer à chaque étape la solution imaginée et déployée nous permettra non seulement d'avoir quelque chose qui soit rapidement utilisé, mais aussi d'avoir une approche co-créative de la valeur, d'avoir un partage des valeurs, parce qu'on va faire les choses d'une certaine façon en discutant avec les utilisateurs, en échangeant avec eux. Ils vont nous dire, bah, tiens, ça c'est pas mal, ça j'aimerais mieux que ce soit comme ci ou comme ça. Et finalement, co-créer de la valeur ensemble en réalisant, en agissant sur des solutions qu'on a déployées et qui visent à résoudre un problème ou à nous simplifier la vie. Peut-être que je conclurai là-dessus en disant, pour moi, la technologie a toujours été comme ça. La techno ne sert, et la digitalisation c'est la même chose, ne doit répondre qu'à ces deux questions. Premièrement, est-ce qu'elle me permet de résoudre un problème? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle me simplifie la vie? Si ça fait ni l'un ni l'autre, alors à mon avis, il faut la foutre à la poubelle. Merci de cette première introduction. Merci d'ouvrir vos micros pour applaudir ce début de Marco Piermartieri, s'il vous plaît. Ok, vous connaissez le principe de nos visios. On va vous donner à toutes et à tous une bonne minute pour vous exprimer, poser une question, dire qui vous êtes, ce que vous faites. Elle est à vous, cette minute. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Alors, Marisa Treccani, quand on est dans un domaine qui est évidemment, en apparence, assez éloigné des nouvelles technologies, quoique, est-ce qu'on agit plus qu'on réfléchit ou le contraire? Comment ça se passe? Moi, j'agis. En général, je réfléchis après. Non, je plaisante, mais je suis plutôt fonceuse. Je ne m'arrête pas sous des prétextes. Voilà, quand je pense que je suis une proactive, donc pour moi, ce n'est pas un souci. Quand j'entends parler de technologie pour avancer, depuis 1 an maintenant, je donne des cours sur le web, bien entendu, puisqu'on n'a pas pu faire du présentiel tout le temps. Moi, je suis quand même un peu frustrée parce que le rapport direct, ne serait-ce que le langage corporel, tout ce qui est signe de la compréhension ou de l'intérêt de l'autre sur le web, ça s'efface. Quelles seraient les solutions si on va vers des formations web en permanence, parce que malheureusement, pour le moment, c'est un petit peu ce qui se profile, pour rétablir, en dehors des domaines pédagogiques, parce que j'ai une formation pédagogique qui me permet d'utiliser les outils pour interagir, voilà. Mais ce rapport humain, comment vous pensez le pallier quand on n'utilise que de la technologie? Alors moi, je ne pense pas le pallier du tout, surtout pas. Bien. Moi, je deviens fou à parler à mon écran comme ça. D'accord. De temps en temps, je me dis, on va tous péter un câble, là, c'est pas possible. Non, je pense que ça ne pourra pas remplacer l'échange, l'interaction entre êtres humains. Nous sommes un animal social, chacun d'entre nous, par définition. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est comment faire une extension, une amélioration, un plus par rapport à une relation classique en présentiel, en se disant peut-être qu'on pourrait utiliser, imaginons, soyons un peu fous comme on est en 2030 et puis que ces problèmes ont été mieux gérés ou plus ou moins partiellement résorbés, eh bien, on pourrait imaginer des solutions quand on donne des formations, une partie qui est faite en ligne, par exemple pour la préparation, avec la partie théorique. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir quelqu'un qui lit des slides, c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas fait ce soir. On peut tout à fait lire du contenu, et voir des images et puis se préparer pendant un certain nombre d'heures et puis après avoir des séances dans lesquelles physiquement on est au même endroit et on échange sur une thématique. Et je pense que c'est un plus à ce moment-là parce qu'on augmente la qualité du temps investi. Quand je suis dans la phase lecture ou réflexion, peut-être que j'ai besoin d'être un peu plus seul et pas avoir du bruit autour de moi. Et puis quand j'ai besoin d'échanger et de comprendre ce que pensent les autres et voir si mes idées sont farfelues ou juste un choc d'idées, et à ce moment-là, ça peut faire du sens d'être physiquement ensemble. Je pense que ça fait du sens d'être ensemble. Pour moi, c'est super vital. Le jour où je suis que devant mon écran, je pense que je suis contente si ça s'arrête, quoi. Voilà. Je suis ravie de vous voir ce soir, au demeurant. Ça me convient aussi. Merci en tout cas. Marisa. Merci beaucoup, Marisa. Il y a Xavier qui lève le doigt. Tu veux dire quelque chose?
Ben, j'avais envie, un peu par provocation, de m'inscrire en faux. Disons, quand la voiture est arrivée, hein, les gens étaient à cheval. Et dans le fond, ce que tu viens de nous dire, c'est un peu la même chose. Je ne veux pas quitter mon cheval. Mon cheval, c'est mon prolongement, etc., etc. On a fini par l'envoyer à la boucherie, le cheval. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Je suis très, très dur, mais en fait, la techno, tu as raison. Sur un point, c'est que c'est difficile de se l'approprier, ça prend du temps, etc. Ça ne remplace pas tout, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, la voiture, c'était plus pratique que le cheval. Et tu verras, ce sera plus pratique, dans le fond, de donner des cours à distance que sans arrêt voyager. Et par exemple, moi, je me suis mis à regarder des profs de l'autre côté de l'Atlantique sans avoir besoin de prendre l'avion. Et dans le fond, il y a quelque chose comme ça que j'ai appelé le local dans un article dans PME où on n'arrive pas à s'imaginer, mais on va pouvoir profiter de choses globales, très lointaines, et se les approprier localement. Et ça, seule la technologie te le permet. Et donc, ça, on n'a pas encore vraiment fait, parce qu'on est toujours habitué, ah oui, je donne mon petit cours avec mes petits élèves et mon machin comme ça. Mais demain, rien à foutre. Les élèves, toi, tu seras en compétition avec les meilleurs profs du monde entier. Voilà. Et donc, ça, on n'a pas encore vu. Hein. Merci, Mais je Xavier. pense que nos écoles, nos enseignants, ils ont du souci à se faire parce que tu vas être en compétition avec des gens qui ne sont pas sur ton terrain. Merci Xavier. Pourvu que ce n'est pas nous qu'on envoie à la boucherie dans un deuxième temps, mais ça c'est peut-être un autre discours. Antoine Bazin, vous devez être bien occupé en ce moment, j'imagine, soins à domicile, hein, c'est ça? Absolument. Donc, moi, je travaille à IMAD. Pour ceux qui ne sont pas de Genève, j'imagine qu'à Genève, tout le monde connaît IMAD, mais peut-être pas. Hein. Donc, c'est un établissement public qui s'occupe des soins à domicile et du maintien à domicile. Donc, c'est et soins et maintien. Il y a vraiment cette logique de dire qu'il faut garder les gens le plus longtemps et, si possible, toute leur vie à la maison. C'est un peu une mission raccourcie, on va dire. C'est un établissement de 2400 personnes. Donc, c'est déjà une grosse organisation. Hein. Je ne vous cache pas qu'avec l'année qu'on vient de vivre, une année de passion, de folie, on est tous un peu au bout, mais voilà, on sait pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Donc, le sujet que vous venez d'évoquer m'interpelle. D'ailleurs, dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose d'intéressant. Si je le prends au-delà de la question de la technologie, plutôt sur un angle global, penser à agir, c'est vrai que dans nos organisations, et surtout avec l'activité, on a des patients au bout de ligne, donc on aimerait mieux penser avant qu'agir, parce que si on agit pour essayer quelque chose, on ne peut pas le faire sur les patients. Nous sommes tous des patients potentiels. On n'aimerait pas trop que quelqu'un fasse des essais sur nos prises en charge, ça tombe sous le sens. Et donc, on va dire que la logique qui prédomine dans le monde de la santé, et IMAD en fait partie, c'est plutôt effectivement de beaucoup penser, et puis quand on est à peu près sûr, on y va. Et donc, ça peut se traduire par une certaine lenteur, une certaine lourdeur. Certains vous diront, mais c'est mammouth qui n'arrive pas à avancer. Et des fois, on en souffre. Hein. On voit bien, à côté des organisations plus fines, plus agiles, qui vont beaucoup plus vite. Et c'est vrai que cette crise, elle nous a bouleversés dans un certain nombre de principes. Et on a été sur certains dispositifs très, très rapides. Comment on a fait? D'abord, on n'avait pas le temps de penser. Hein. Il fallait agir très, très vite. Je veux dire, quand vous avez des patients qui rentrent d'un coup par dizaines, qu'il faut prendre en charge avec du Covid, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas les protocoles, etc. Il faut aller très, très vite. Et ce qui nous a, on va dire, aidé là-dedans, c'est la dynamique collaborative, c'est de le faire ensemble, c'est de faire confiance à la responsabilisation de chacun. On a la chance dans le monde de la santé d'avoir des experts. Vous avez des experts partout. Et trop souvent, on l'oublie. Et je pense qu'effectivement, cette crise du Covid, elle a mis en avant ça en disant, mais non, mais on peut aussi. Alors, on ne peut pas. Il y a des moments où il faut penser. Puis il y a des moments où on peut vraiment agir très, très vite, très, très, très vite, en moins d'une semaine, monter des dispositifs, les mettre en œuvre, communiquer à la population, puis déployer les équipes derrière, etc. Ça a été vraiment très apprenant. Et en tout cas, il y aura un avant et un après pour nous, c'est sûr. Et je pense qu'on a énormément appris dans la rapidité de mise en œuvre des dispositifs. Et donc, je n'ai pas envie de dire qu'on a agi avant de penser, mais presque sur certains dispositifs. Et avec franchement, quand on regarde le recul, il y a 100% de réussite. Je veux dire, les écarts qu'on a dû corriger, ils sont invisibles pour le patient. C'est plutôt des écarts internes, d'efficience, peut-être de qualité parce qu'on a envie d'être au top, bien évidemment. On veut pas laisser au hasard quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est peut-être sur le premier point.
Et puis, pour rester synthétique sur le deuxième point, qui est plutôt la question de la technologie, on a, comme tout le monde, été bien sûr, on a dû accélérer nos processus. Il y a peut-être 2 outils qui me viennent à l'esprit. On a développé un outil avec les HUG qui permettent de communiquer à distance avec le patient, Hugatome, qui permet vraiment de communiquer dans la prise en charge. On a mis en place du télétravail à peu près chez tous ceux qui pouvaient en faire. Même chose, qu'on s'aperçoit dans ces changements, c'est que ce n'est pas du plug and play. Ça pose des vraies problématiques d'accompagnement. Il y a plein d'outils pour être assez familier avec tout ça qui permettent de transformer les modes d'organisation du travail, mais il ne suffit pas de les voir. Comment on apprend à utiliser ces outils? Et je ne parle pas là de WhatsApp ou juste de Teams ou de Zoom. Il y a des outils d'organisation du travail. Le fait que ces outils arrivent, elles transforment complètement la manière dont je travaille. Donc, en fait, en intégrant ces outils, moi, je dois intégrer que demain, je ne vais plus travailler pareil. Alors, quand je suis motivé, engagé, il n'y a pas de souci, mais tous mes collaborateurs, comment les emmener à travailler différemment? Et c'est vraiment, je trouve que cette crise, elle a mis ça en évidence, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une question d'outils, oui, l'outil est nécessaire, mais derrière, c'est comment je vais les accompagner pour transformer la manière de travailler. Il faut revoir le monde du travail et pas simplement intégrer des outils dans le monde du travail. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'on a découvert au travers de cette crise. Alors c'est très intéressant. Merci beaucoup de ce témoignage. Je vais passer très vite la parole à Marco. C'est vrai qu'il y a des sujets, des domaines peut-être bien sûr particuliers, mais là, par exemple, quand vous dites qu'il faut accompagner vos collaborateurs à aller ailleurs, à un certain moment, vous êtes obligé d'y aller, quitte à vous tromper. Et c'était toute notre réflexion avec Marco, c'était de dire, nous avons cette habitude sous nos latitudes, on est élevé comme ça, on nous dit dès le plus jeune âge, si tu n'es pas sûr de réussir, tu ne fais pas. À contrario des anglo-saxons qui, eux, ont une autre approche. Marco. Oui, merci Enza. Par rapport à l'intervention d'Antoine, je pense que c'était très intéressant. Et puis, je voulais peut-être juste illustrer de ce que nous faisons. Alors, je vais passer très rapidement sur ce que je fais actuellement. Je travaille dans une structure qui s'appelle Open Web Technology, qui est une filiale du groupe Swisscom. Une petite structure, nous sommes environ 150 personnes en Suisse, sur 4 sites. Et pour vous dire que les activités que nous faisons, c'est principalement du conseil et du développement sur mesure. Et aujourd'hui, durant les 15 derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que plus de 50% de nos activités de développement se passent dans le monde médical, dans le monde dans lequel on pensait que, surtout, il fallait respecter 46 000 procédures, règles, et puis les règles de ceci, de cela, etc. Puis au bout d'un moment, les clients nous ont dit non, OK, on parlera de tous les process après, mais maintenant, j'ai besoin d'une solution. Comment je fais pour permettre à mes patients de consulter même s'ils ne peuvent pas venir? Comment je peux leur permettre de prendre un rendez-vous facilement? Je n'ai plus personne qui va avec mon téléphone parce que d'ailleurs, il n'y a plus de téléphone, etc. Donc, nous avons développé des dizaines et des dizaines de solutions et d'applications, que ce soit pour les médecins, pour le corps médical, pour le personnel accompagnant, pour les patients, pour les entrées dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Et on a vu de façon surprenante que le monde de la santé, alors après on l'appelait la santé digitale, et Xavier, on a d'ailleurs écrit un bouquin dans le contexte du Manufacture Thinking, je pense que c'était il y a presque 10 ans, pas loin, mais il y a 10 ans on en parlait, aujourd'hui on le fait. Une de nos structures, un de nos clients, nous a demandé de développer un moteur, un chatbot avec de l'intelligence artificielle. Nous avons intégré plus de 7 millions de données historiques, donc de données médicales historiques sur les 15 dernières années de cette structure pour alimenter un chatbot pour avoir la phase 0.1 qui permet de faire un diagnostic pour un certain nombre de choses, le premier niveau de diagnostic à distance avant que la personne puisse être mise en relation avec le bon spécialiste. C'est typiquement des choses dont ce client, cette entreprise, l'avait en tête depuis un certain nombre d'années et tout d'un coup, on nous dit, bon, maintenant, on verra comment on débloque les fonds, mais il faut y aller. C'est très intéressant. L'autre élément, si tu me permets, Enza, que je voulais apporter, par rapport à la gestion du changement ou comment faire pour que les gens apprennent à utiliser ces nouveaux outils, l'élément qu'Antoine n'a pas mentionné, mais je pense qu'il l'a vécu et complétera si ce n'est pas le cas, c'est le fait qu'on n'a même plus le temps d'apprendre et on ne veut pas. Donc, ces choses à l'ancienne qu'on appelait les modes d'emploi ou les tutos,
c'est fini, on ne veut plus ça. On veut, donnez-moi la solution pour résoudre cette problématique-là, je la veux maintenant, et puis dès que je la vois, je fais clic, clic 3-4 fois, je dois pouvoir comprendre. Si je ne comprends pas tout de suite, vous m'avez perdu et je vais passer à autre chose. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une contrainte que l'on voit et qui fait que l'approche dite itérative doit permettre aussi de s'adapter au rythme d'apprentissage de l'être humain. On commence avec des choses plus ou moins simples, basiques, que l'on peut comprendre rapidement, et à l'étape d'après, on rajoute quelques fonctionnalités, etc. Et ça permet de ne pas avoir à faire des cours de plusieurs heures sur comment utiliser tel et tel outil. Merci beaucoup. Mais pour rester un peu sur le sujet, Alain Widmer, quand justement on coach notamment des dirigeants, est-ce qu'on les pousse plutôt à réfléchir, plutôt à agir, 50-50, comment ça se passe? Alors justement, le débat est intéressant parce que j'ai passé 41 ans dans l'informatique, donc pendant 41 ans, j'ai dit aux gens, si on n'avance pas, on recule, ce qui est clair avec la technologie, etc. Mais effectivement, comme j'accompagne des dirigeants, et il y a un certain nombre de décisions. Alors les dirigeants, on est dans une période d'incertitude. Et quand on n'est pas certain, soit on se repose sur je l'ai déjà fait, j'ai l'expérience, etc. Et c'est là où on va aller dans le mur parce que en fait, il y a des biais cognitifs très forts qu'on ne voit pas. Mais il y a une pression sociale aussi super forte qui dit il faut être sur le numérique, il faut digitaliser, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire du télétravail, du Zoom. Et ça peut être cause aussi d'erreurs profondes, cette pression sociale. Je vous en donnais une en ce moment, tout le monde veut faire de l'ESG. Et on regarde non plus les eyeballs comme on regardait en l'an 2000, le nombre de visiteurs potentiels d'un site web, on regarde maintenant les parts de marché. Et je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une boîte qui est dans le domaine de l'hydrogène, qui fait des gros catalyseurs où on peut générer de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est une boîte anglaise, ils font 15 millions de livres de chiffre d'affaires, ils perdent 8 millions de livres par an, ils ont une valorisation de 3,5 milliards de livres. Parce que les gens se disent, c'est l'avenir, il faut y aller. Enfin, c'est de la folie furieuse, c'est ce que j'appelle la pression sociale. Et la pression sociale dans le numérique, ça peut être, il faut à tout prix le faire, faut y aller. Mais c'est un peu dangereux parce qu'il y a des décisions, et Jeff Bezos, c'est le premier à le dire, il y a des décisions de type 1 et de type 2. Type 1, une fois que j'ai pris la décision, je ne peux plus revenir en arrière facilement. Et il y en a d'autres, c'est moins grave. Alors, bien sûr, on peut tous faire un MVP, changer un peu une interface web, faire des choses comme ça, mais il ne faut pas quand même mettre tous ces œufs dans le même panier, si je peux me permettre de le dire. C'est-à-dire si c'est une décision vraiment trop importante qui va vraiment changer la perception des clients, des employés, etc., et qu'on n'est pas tout à fait prêt, mieux vaut avoir, je pense, réfléchi un tout petit peu auparavant, quoi. Effectivement, Marco, vous l'avez très bien dit, peut-être commencer par quelque chose de très très simple, mais surtout pas se lancer dans un changement radical qui peut être dangereux. Donc, il faut quand même un peu de réflexion, donc un peu de réflexion avant l'action. Mais il faut agir aussi, parce que sinon, on recule si on n'avance pas de nos jours. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Est-ce qu'il y a une question peut-être pour Marco, pour poursuivre un peu le débat? Alors, non, Marco. Oui, je réagis volontiers là-dessus. Je pense qu'effectivement, le point est peut-être dans ce que j'ai dit en introduction. Finalement, après, c'est du bon sens. C'est pas la technologie, comme on dit, for the sake of it, ça sert juste à rien. Est-ce que la techno doit nous servir? Est-ce que j'ai un problème ou un objectif à atteindre ou un problème à résoudre? Et si oui, lequel? Et dans ce cas-là, on peut, avec une approche raisonnable, un tout petit peu réfléchir quand même, parce qu'avant de commencer à, même si on veut coder, même quand on parle de plateformes du type low code ou comme ça, on dit on n'a plus besoin de développeurs, ce qui est faux, on n'a plus besoin d'algorithmes, ce qui est faux aussi. Donc, il faut quand même des gens qui codent, qui pondent des algorithmes et puis des applications, mais il faut quand même leur dire ce qu'on souhaite atteindre. Donc, un minimum de réflexion au départ, c'est absolument nécessaire, mais l'approche de dire on va faire un petit bout, quelque chose, un quick wins, comme on dit, ou un quick fix, essayer d'adresser une problématique particulière qui est vraiment dérangeante et qui nous permet de dire, OK, ça c'est le problème, voilà ce qu'on peut faire, est-ce que ça convient ou pas? Et avec une communauté aussi qui est relativement limitée. C'est évident que quand on a une approche itérative, on ne peut pas dire, bah, tiens, on va lancer une nouvelle application en version 0.1 et puis on la lance à nos 10 000 clients dans le monde. Bien sûr que non. On le fait avec une communauté choisie, sur une problématique réfléchie, et puis petit à petit, on agrandit les cercles.
Merci beaucoup. Alors, au niveau de la formation, Francine Bilavski, est-ce que c'est une époque où les choses changent? Est-ce que tu t'en aperçois? Comment tu ressens les choses dans la formation? Alors, dans la formation, pour moi, c'est un petit peu différent, je pense, parce que j'arrive encore à faire des formations en présentiel en me calquant sur la légalité, bien évidemment. Et je suis ravie que cette semaine, on puisse ouvrir un peu plus le nombre de participants. Mais en fait, en dehors des 2 mois d'arrêt de l'année passée, j'ai pu donner mes cours avec 4 personnes dans la salle. Et puis, donc, pour me présenter en 2 mots, moi, j'enseigne comment justement travailler avec l'humain dans les affaires. Et je remercie beaucoup Xavier Comtesse parce que tout au début, il a dit très justement que si on part en vacances, il faut embarquer Marco avec soi. Et je serais très partante pour revoir quelqu'un avec moi. Mais ça fait réfléchir, effectivement, sur le fait que au jour d'aujourd'hui, si je suis en 2030, il faut effectivement s'entourer, si soi-même on n'a pas les compétences, de personnes hyper compétentes dans le monde effectivement de la digitalisation. Et ce sera, pour moi, on est très complémentaires. Et cette période que nous vivons maintenant me démontre que oui, par contre, on ne pourra jamais oublier l'humain tant qu'il y a de la sensibilité, tant qu'il y a un cœur qui bat là-dedans. On pourra toujours faire des affaires pour faire des affaires avec l'humain, entre humains, mais accompagnés par les outils de digitalisation et les outils effectivement de communication informatique. Mais les plus grands problèmes que j'ai eu à résoudre dans les entreprises se situaient essentiellement au niveau d'une mauvaise communication à travers des outils qui nous permettent de ne plus confronter la personne en face. Par conséquent, on évalue et du coup, ça crée des conflits et des problèmes. Et c'est vraiment intéressant de voir que voilà, ma formation anti-technique doit s'accompagner de la technique parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans la technique, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous, Marco, vous voyez la complémentarité entre l'anti-technique et la technique de communication? Eh bien, je pense exactement comme vous l'avez évoqué, ou alors de façon assez alignée. Et si nous sommes en 2030, je pense que la plus grosse partie de vos cours aujourd'hui seront avec un objectif de réapprendre aux geeks juste à communiquer. C'est ça. Ce n'est pas la même chose de chatter ou de s'envoyer quelques mots-clés, parfois même de façon contrainte, sur différentes plateformes, quelles qu'elles soient. À un moment donné, il y a une façon d'échanger, d'écouter l'autre qui ne sont pas les mêmes. On communique beaucoup plus en termes de quantité, mais probablement beaucoup moins en termes de qualité quand on utilise n'importe quel moyen qui se met entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes. Ça j'en suis convaincu. Exact. Et c'est intéressant de voir que j'ai créé ce concept il y a maintenant 28 ans, presque 30 ans, et que plus on avance, plus c'est d'actualité. Il y a des choses qui se démodent et moi, je suis de plus en plus à la page. Je pense que parmi les choses qui se développent maintenant, probablement, ce n'est pas sur le front de l'antitechnique, mais sur les fondamentaux de la partie technique. Et j'en veux pour exemple, j'aimerais illustrer ça avec, je pense que vous avez tous entendu parler, toutes et tous entendu parler de École 42, cette nouvelle façon d'enseigner ou d'apprendre, cette école qui n'est pas une école, où on va permettre à des jeunes qui souhaitent apprendre à coder, donc à pondre des algorithmes, comme dirait mon ami Xavier, le mathématicien, et à faire du code, eh bien, ces gens-là vont apprendre entre eux, ces jeunes. Il y a une école comme ça qui va s'ouvrir à Lausanne, que nous soutenons d'ailleurs activement, pour essayer d'adresser un des problèmes majeurs que nous aurons aujourd'hui en 2030, ou si on revient en 2021, dans les 5 à 10 ans à venir, c'est le manque d'informaticiens, le manque de personnes capables
de traiter les données et puis de développer des solutions, des applications, des plateformes, des algorithmes. Et cette école, qui est une anti-école, permettra, ce n'est pas la seule, hein, bien entendu que les universités, les HES et compagnie, tout va continuer, et ça ira très bien. Mais en même temps, c'est une espèce de coup de pied dans la fourmilière en disant il y a d'autres façons d'apprendre, plus rapides, plus efficaces, peut-être plus spécialisées, et qui doivent permettre d'accélérer un certain nombre de mouvements et d'apprentissage. Et je pense que les changements les plus importants qu'on verra dans les années à venir ne seront pas du côté de l'humain, parce que là, il faudra continuer à apprendre à l'humain à être humain, d'autant plus dans les années à venir que maintenant. Par contre, sur l'aspect technique, on a probablement un peu laissé tomber, et c'est là qu'il faudra faire un effort particulier. Merci beaucoup. On a compris que c'est avec Francine que tu partais en premier en vacances. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup encore de choses à se dire. Alors, Alain Huyemier, lui, il est totalement justement dans les nouvelles technologies. Comment tu ressens tout ça, Alain? Oui, bonjour. Voilà. Alain Huyemier. Salut. Salut Marco. Marco, on se connaît depuis plusieurs années. J'ai monté une société il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Hotline Support. On ne t'entend pas très bien, Alain. Ah. Est-ce que si je me rapproche comme ça va mieux? Non? Pas trop? Il fait tout pour qu'on voit ses yeux bleus, mais bon. Non, mais je m'avance de l'ordinateur parce que je pense que. Non, je plaisante. Elle doit être par là. Pas de souci. Vous m'entendez mieux là? Si je parle plus fort. Voilà. Donc, j'ai créé une société Hotline Support Informatique il y a 15 ans. Et je suis depuis 5 ans, enfin, j'ai acquis une société dans le domaine médical il y a 5 ans. Et donc, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu de l'expérience dans ce domaine. Et ça me permet de voir, je dirais, les deux aspects comment dire, à la fois du côté de la santé et puis à la fois au niveau informatique. Au niveau de la santé, je vends des appareils médicaux à des cliniques, à des différentes sociétés. Je pense que l'IMAT est probablement client chez nous. Il faut que je regarde dans le fichier. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je serais intéressé par rencontrer éventuellement M. Bazin. Au niveau de l'informatique, donc, on est hébergeur, on a notre propre cloud. Donc, on transmet des informations également dans le domaine médical, puisque nous faisons, par exemple, ce qu'on appelle des Holter ou MAPA. Ce sont des soit ECG sur 24 heures que les patients se posent et on les transmet au docteur via notre cloud. Donc, on est très à la pointe de la technologie concernant ce genre de transmission informatique. Donc, le fait d'être actif dans ces deux domaines me permet d'offrir ce genre de solutions. Et c'est vrai que là, je serais aussi intéressé pour voir avec Marco quelles sont les solutions qu'il développe, puisque moi-même, j'ai des solutions à disposition de docteurs, de cliniques. Alain, pardon, mais je ne sais pas vous, mais c'est peut-être moi, mais on n'entend vraiment pas très, très bien. Ah bon? Est-ce que si je ne sais pas comment faire là, parce que est-ce que c'est le là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ok, alors quand je lève la tête, ça va que peut-être. Est-ce que je recommence ou pas? Non, j'ai compris ta question. Non. Pose peut-être ta question. Moi, en fait, je n'ai pas une question particulière. Ce serait peut-être de voir avec Marco quelles sont les applications que lui développe, de voir si des synergies sont peut-être possibles entre ce qu'il fait. Tout le monde te fait signe de monter, on ne t'entend pas là. Mais j'ai tout à fait compris, Alain. Donc, voilà. Oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un système de règles, de base de connaissances, où on peut parler à l'ordinateur et l'ordinateur fait un diagnostic de ce qu'on lui propose dans le domaine médical. J'ai fait ça il y a 25 ans pour un travail de master dans le cadre des études. Voilà. Et ben voilà, ma question, c'était plutôt une question ouverte à Marco de savoir quelles sont les applications, dans quel domaine est-ce qu'elles sont développées. Bon, entre geeks, vous devez vous comprendre. Marco, raconte. Oui, alors en quelques mots, alors, ce que tu as visiblement fait il y a 25 ans, comme travail de diplôme ou comme thèse, nous l'avons déployé maintenant dans une structure, je pense que je peux nommer le client, cette entreprise s'appelle Medgate. Vous en avez peut-être entendu parler, elle a été fondée il y a une vingtaine d'années à Bâle.
Et c'est une entreprise qui s'est lancée dans le domaine de la santé digitale. À l'époque, on ne savait pas comment s'écrivait le mot digital. D'ailleurs, eux-mêmes non plus ne savaient pas trop. Et c'est pour eux que nous avons développé ce premier chatbot médical sur lequel nous avons intégré les 7 millions et quelques de cas de use case de leur base de données à eux des 20 dernières années pour avoir la première plateforme qui permet d'avoir ce diagnostic de premier niveau pour une personne qui a besoin d'avoir des réponses à un certain nombre de questions et d'interrogations. Ils sont partis du principe que dans un grand nombre de cas, les réponses peuvent être relativement simples sur la base d'un certain nombre de critères et de caractéristiques médicales. Donc ça, c'en est un. Nous avons développé des applications pour les médecins, pour le corps médical, pour des dossiers patients informatisés, et puis pour les patients en partie préambulatoire et post-ambulatoire. Mais je traiterai ça bien volontiers avec Alain en dehors de cette conférence. On peut en parler sans souci. Merci beaucoup. Serge Russell, vous êtes là? Serge? Non, il est pas là. Oui, allô, allô? Ah, parfait. Je suis là. Je cherchais comment débloquer mon micro. Voilà, c'est bon. OK. Alors, voilà, vous êtes dans les nanotechnologies, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, je trouve cette discussion extrêmement intéressante parce qu'on a très rapidement shifté vers le digital. Et moi, je suis anti-digital, dans le sens que j'ai essayé de lancer en Suisse une activité qui n'a pas bien pris en Suisse, en fait. Parce qu'en Suisse, on est devenu complètement, je dirais, accro du digital pour à peu près tout. Bitcoin, Artificial Intelligence, etc. Alors que les nanomatériaux, c'est vraiment du matériel physique, c'est du concret. Et la Suisse, en fait, qui était un pays extrêmement industrialisé au début du siècle passé, a changé un petit peu son activité, est devenue une activité de très haute technologie, où la Suisse, en fait, met en place des solutions finies, et ne s'occupe plus tellement, en fait, ou plus du tout, d'où viennent les matériaux, comment ils sont faits, et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau dans les matériaux. D'accord? Donc la Suisse est devenue, en fait, un utilisateur des hautes technologies matérielles ou de matériaux. C'est pour ça que lorsque j'ai parlé des dizaines de chefs d'entreprise en Suisse de nanomatériaux, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, j'ai besoin d'un plastique spécial ou d'un aluminium particulier. Eh bien, je vais sur le marché international et puis j'achète. Donc, les gens n'arrivaient pas à comprendre en fait, ma démarche. Alors, je me suis, comme j'ai des affinités avec l'Asie, ma femme vient de Malaisie, j'ai beaucoup de contacts avec l'Asie. Donc, je me suis tourné vers l'Asie et là, un discours totalement différent, une écoute totalement différente. Et les gens sont passionnés par les nanotechnologies. Et d'ailleurs, nous courons tous un très grand risque en Suisse et en Europe parce que justement, on a fait je dirais, on s'est désintéressé des matériaux. Et lorsque, dans quelques années, vous aurez des voitures, véhicules électriques qui viennent de Chine, par exemple, faites avec un aluminium qui pèse 30% moins 30% moins de poids qu'un véhicule fait en Allemagne ou en France, vous allez voir, je dirais, entre guillemets, excusez-moi du terme, la claque que l'industrie européenne et suisse vont prendre, parce qu'il va arriver sur le marché des matériaux qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, qu'on ne sait pas faire. Et ces pays asiatiques auront le contrôle, je dirais, des technologies qui vont être à la base de tout. Par exemple, un produit qui est très connu, c'est les raquettes de tennis, qui sont faits avec du graphène, en partie. Ça, c'est un exemple, je dirais, un peu bateau de ce qui se fait, mais qui démontre bien que ces raquettes au graphène sont devenues le must pour les joueurs de très haut niveau. Et par exemple, ça, c'est une technologie qu'on ne connaît pas en Suisse ou même en Europe. Alors, il y a des essais qui sont faits au niveau de l'Europe, mais on est bien en deçà de l'Asie. Par exemple, je suis en contact étroit avec une entité qui s'appelle Nano Malaysia, qui est un département de l'État, je dirais, Malaisie, qui a fêté il y a quelques jours ou quelques semaines ses 10 ans d'existence. Et lorsque moi j'ai commencé à m'occuper des nanomatériaux il y a maintenant 4 ans, mais
Les chercheurs en R&D en Suisse ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient aucune idée de quoi on parlait. On a environ 5 ans de retard au niveau technologique et mise en œuvre, pas la théorie, hein, pas la théorie, la mise en œuvre. J'aimerais juste terminer sur une remarque qui a été faite précédemment, notamment par Marco, c'est qu'en Suisse, on a la méthode des petits pas. Très souvent, on fait des petits pas, on essaie un petit truc, ça ne marche pas, on revient un petit peu en arrière, on reste un petit peu en avant. Et ça, je dirais, c'est une méthode. En Asie, ils font des pas de géants, et si on se trompe, on efface tout et on recommence. Je dirais, et ils prennent des risques en mode itératif rapide, qu'on a beaucoup de peine aujourd'hui en Occident à adopter. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup de ce témoignage, c'est passionnant comme domaine. Marco? Juste, alors je voulais pas, je te remercie Serge pour cette intervention, je voulais juste, comment dire, renforcer le fait qu'à la base, et peut-être Xavier pourra compléter, la raison pour laquelle aujourd'hui le sujet, on parle de digitalisation principalement, mais les fondamentaux, les raisons d'être de cette activité, de ce think tank qui s'appelle Manufacture Thinking, qui a lancé Xavier il y a maintenant 10 ans, peut-être même un peu plus, c'était justement pour soutenir l'industrie. Alors, peut-être pas dans les nanotechnologies, tu as raison Serge, mais l'idée c'était vraiment comment faire pour permettre au tissu industriel suisse romande, mais suisse en général, de rester pérenne, d'être encore là. Si on a une érosion, l'industrie est quelque chose dont on parle assez peu, on imagine que ça sent l'huile et le copeau métallique, et puis on se dit c'est un peu sale, on préfère faire de la banque et ce genre de choses, mais pas du tout. L'industrie est là, elle est là pour... il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit pérenne. Dans certains cantons, ça représente 18 à 20% du produit intérieur brut. Simplement, les industriels sont confrontés à un certain nombre de problématiques comme le coût de la main-d'œuvre, comme les performances technologiques des autres, etc. Ils doivent se remettre en question de façon très, très récurrente et très intense. Et une de ces raisons, c'est un des fondamentaux, pardon, pour lesquels il y a eu ce manufacture thinking. Et un des axes qui sont traités actuellement, c'est cet aspect de la digitalisation appliquée au monde de l'industrie. Oui, merci Marco pour cette remarque. Le manufacture thinking, je l'ai découvert en fait il y a quelques semaines et j'ai même envoyé un mail à Xavier avec une brochure. J'imagine qu'il a reçu. Je n'ai pas eu d'écho depuis lors, mais bon, j'imagine qu'il y a aussi d'autres. Comme tout le monde, il est très occupé sur plein de sujets. Mais donc, j'ai montré à Xavier une brochure qui existe maintenant depuis une année. Et puis, c'est vrai que les nanomatériaux font appel à des technologies, à des connaissances extrêmement pointues au niveau formulation chimique. Et je dirais c'est un grand défi que de pouvoir mettre en œuvre ces technologies. Mais encore une fois, par exemple, je donne un simple exemple tout bête, si on remplace dans un avion les câbles électriques de puissance de l'avion, qui pèsent environ une douzaine ou une quinzaine de tonnes dans un avion de ligne, d'accord? Si on remplace ces câbles avec des câbles en plastique au graphène, mais on économise environ 12 à 15 tonnes dans un élément de ligne. C'est un exemple que je vous donne. Merci beaucoup, Serge. Vous voyez qu'il y a des applications réelles et qui arrivent aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un domaine qui m'a l'air tout à fait passionnant. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir dans ces pensées agir. On a parlé industrie. Alexandre Gallo, vous êtes là. Si vous êtes là, vous mettez votre micro. J'aimerais qu'on parle un peu immobilier dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il va nous faire signe? Est-il là? Bon, apparemment il y est, mais sans y être. On verra si on a encore le temps. Peut-être je vais donner la parole à Julien, qui lui connaît bien l'immobilier. Peut-être si Alexandre nous entend, il peut revenir. Et puis il avait une question également. Julien. Oui, alors une petite remarque. D'abord, oui, en effet, sur ma vie passée antérieure, je me suis occupé d'un groupe immobilier donc à Paris qui était leader sur l'immobilier de prestige et avec pour mission de digitaliser une société qui était une société familiale qui avait 75 ans
Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'était que quand vous êtes dans une structure immobilière où il y a un certain nombre de courtiers qui sont là depuis un certain nombre d'années pour mettre en place des nouvelles solutions. En revanche, quand vous expliquez calmement les choses, et la preuve par l'exemple, c'est-à-dire que vous leur expliquez juste que vous allez leur dégager du temps chronophage qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans l'accompagnement de leurs clients et donc forcément d'avoir des résultats meilleurs, et ben, le message est beaucoup mieux passé. On a changé, on a migré vers une nouvelle solution informatique qui nous a fait gagner 2,5 points de part de marché en 1 an. Donc ça, c'était pour la première parenthèse sur le marché de l'immobilier. Deuxième chose, pour en venir sur les questions de penser agir et sur la culture de l'échec. C'est juste ce que vous faisiez remarquer au niveau européen où l'échec est très mal vu, alors qu'aux États-Unis, notamment, je pense aux personnes qui font des tours de table pour des levées de fonds, une des questions subsidiaires, c'est est-ce que vous avez déjà planté une société? Et si vous répondez non, vous avez plus de mal à lever des fonds que si vous répondez oui. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que à partir du moment où vous avez déjà planté une structure, vous êtes capable d'avoir suffisamment de recul et d'identifier les points sur lesquels vous êtes loupé. Et donc, vous ne ferez pas 2 fois les mêmes erreurs. Voilà, c'était juste ça. Merci beaucoup, Julien. Alors, Marco, nous voici à la fin de cette heure à passer à une vitesse évidemment trop grande. Je te laisse conclure, si on peut conclure sur un sujet comme celui-là. On peut conclure sur un premier épisode, une première discussion. Donc, je me réjouis d'avoir des discussions avec l'une ou l'autre d'entre vous ces prochains jours, ces prochaines semaines. Vous pouvez me contacter, il n'y a absolument aucune difficulté, aucun problème. Ma conclusion serait simplement de la même façon que j'ai commencé, on va dire. Je pense qu'il faut agir. Oui, un petit peu de réflexion, mais posez-vous la question, posons-nous tous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, quels sont les points dans mes activités professionnelles, hein, bien entendu on parle, qui nécessiteraient les pain points, comme on dit, quels sont les éventuels problèmes que l'on voit au quotidien. Ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, juste pour illustrer ça, parce que ça paraît, nous sommes en 2030, mais j'ai l'impression d'être en 1912, si je souhaite prendre rendez-vous avec mon banquier qui gère mon argent, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, même très peu d'ailleurs, mais si je veux prendre rendez-vous avec mon banquier, aujourd'hui, je dois téléphoner, et puis généralement, on me dit, il n'est pas là, parce qu'on est en dessous des 25 millions, on va dire, on répond assez peu. Donc, et cette problématique-là, je dis, c'est quand même pas possible qu'on n'arrive pas à prendre un rendez-vous en tant qu'utilisateur, en tant que client. Pourquoi je n'arrive pas à prendre rendez-vous avec mon banquier? C'est 10 heures du soir, j'ai une question qui me turlupine, j'aimerais lui en parler. Il n'y a pas une interface qui me permette de faire ça. Dans aucune banque en Suisse, hein, juste pour la petite histoire. Ça, c'est une problématique toute simple, mais je pense que chacun d'entre nous, dans nos activités professionnelles au quotidien, alors que nous soyons fournisseurs ou que nous proposions des services ou que nous soyons clients ou consommateurs, nous pouvons aussi agir en interrogeant les entreprises qui nous proposent des prestations, en disant, dis donc, vous ne pensez pas que vous pourriez faire quelque chose pour moi, pour me simplifier la vie? Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement à Marco Pierre-Martyry, s'il vous plaît. Quelle belle façon de commencer la semaine. Merci Marco. L'enregistrement peut s'arrêter maintenant. Merci Julien.